Comme vous voyez bien qu'actuellement, les notions d'intervention et la notion d'intervention non médicamenteuse, finalement, c'est quelque chose de pas encore bien précis, régulé, et que tout le monde y a une idée derrière. On disait qu'on allait dans les autour de Paris, au laboratoire, donc ils ont fait une enquête. Et donc, si vous voulez bien, pour ceux qui le veulent, le peuvent, vous allez juste sur ce site, ça prend 30 secondes. Et vous votez pour tel ou tel nom. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce nom-là et que vous voulez mettre cosmétologie complémentaire, vous en créez une nouvelle. Voilà. Mais juste, on a lancé ça, et tout ça, on n'aura juste que quelques infos. C'est-à-dire, vous mettrez votre catégorie d'âge et vous mettrez votre profession, si vous vous souvenez bien ce qu'on a fait. Voilà, donc ça prend 30 secondes. Et l'idée, c'est de dire, lors du congrès au mois de mars, combien il y a eu de votes et quel est l'intitulé qui vous semble le plus en rapport. Et comme on a bien compris, hein, vous avez, selon votre discipline, selon votre culture, selon votre habitude, peut-être une préférence pour l'une ou pour une autre. Voilà, et donc on fera un petit compte rendu lors du congrès. Alors, autre point, je voudrais donc partir sur la deuxième partie de l'après-midi autour de la méthodologie. Et j'aimerais vous dire à quel point vous avez bien saisi qu'on ne pourra avancer dans le domaine que chacun à sa place, tout à sa place, rien qu'à sa place. Et mon job, là, moi, en tant qu'universitaire, c'est de réfléchir aux méthodologies de la démonstration de l'efficacité des interventions de médicamenteuses. Et ce n'est que mon rôle. Mon rôle n'est pas de faire des essais cliniques, mon rôle n'est pas de bouger la région pour qu'elle avance sur la notion d'intervention de médicamenteuse ou un autre terme. Notre but universitaire, c'est de faire des congrès. Vous allez voir pourquoi on ne fait pas ce congrès ici, mais qu'on le fait plutôt au quorum tous les 2 ans. Et notre idée, c'est de réfléchir à ces méthodologies. Et voici notre équipe qu'on a créée déjà depuis 2011. On a déposé un contrat européen qu'on n'a pas eu, puis on a déposé un autre contrat NR qu'on n'a pas eu, puis après on a déposé un contrat, c'est marrant, mais on l'a eu, mais au Canada. Voilà. Puis après on l'a eu aux États-Unis, on a été financé par les États-Unis pour faire ce groupe de réflexion et d'analyse. Et on va monter un réseau international de recherche sur cette thématique-là, parce que, a priori, la réponse, elle n'est pas à un épidémiologiste, elle n'est pas à un médecin généraliste, elle n'est pas à quelqu'un qui s'occupe de l'activité physique ou quelqu'un qui s'occupe. Et c'est bien de l'ensemble que va émerger, quelque part il y a du bottom-up, et à la fois il y a du top-down, une vraie réflexion sur comment on peut démontrer l'efficacité et quelle méthodologie on doit employer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'ambiguïté à ce sujet. Et je voudrais juste vous témoigner, même si d'autres vont passer après moi, vont l'illustrer, ce qu'on a pu faire nous dans l'équipe depuis quelques années. On a collaboré avec le CHU de Montpellier pour faire un programme d'éducation thérapeutique pour des patients BPCO, et on a fait ce qu'on appelle un essai clinique randomisé contrôlé pour tenter de démontrer l'efficacité d'un programme au CHU d'éducation thérapeutique à une maladie qui s'appelle la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. Alors c'est simple, on fait pendant 1 mois des séances d'éducation à l'hôpital, les patients viennent et vont apprendre un élément important de comment on fait de l'activité physique avec sa maladie. C'est une maladie qui provoque en fait un essoufflement. Donc comment arriver à s'entraîner à faire de l'activité physique à un niveau où on n'est pas essoufflé. Plus de la gestion des médicaments, plus de la gestion de sa vie quotidienne, plus la gestion de sa nutrition, et donc tout ça pendant 1 mois. Et donc on va tirer au sort 2 groupes de sujets, un groupe qui va faire le suivi standard, et donc un groupe ici qui va faire cette intervention éducation thérapeutique ici, et on va mesurer un certain nombre d'impacts, et voici les impacts qu'on a obtenus. Donc un indicateur de la tolérance à l'effort, pour le dire de façon schématique, de l'autonomie du patient physique. Il y a une amélioration significative du groupe en rouge. Deuxième élément, est-ce qu'il y a eu des contre-indications ou des problèmes de sécurité, parce qu'on pouvait penser que parce qu'ils étaient disponibles à l'effort, il aurait pu se passer des choses sur le plan cardiaque, sur le plan. Rien de particulier sur le plan de la sécurité. Ensuite, sur la satisfaction, un questionnaire de qualité de vie très bien validé dans la BPCO, on montre une amélioration significative. Et ici, on a eu l'idée, avec tous les collaborateurs, et en particulier Christian Préfaux, qui était à l'origine de cette étude, de
de dire on va tenter de compter les réhospitalisations et ou les médicaments. Et en fait, on a une réduction par an et par patient d'une intervention non médicamenteuse, c'est la première en France à être publiée dans le domaine, sur lequel, et vous êtes probablement tous convaincus dans cette salle, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous êtes convaincus, mais simplement vis-à-vis de la tutelle qui s'appelle l'Agence régionale de santé, tout d'un coup, elle a commencé aussi, il y a des représentants dans la salle, donc je vais essayer d'être prudent, mais j'accepte direct, pour ceux qui me connaissent, je suis direct, mais en disant, finalement, l'ARS a entendu ce message-là et a mis en place un réseau désormais de patients qui est, dans tout le long de procédure, c'est le premier en France à être créé en 2002, avec une aide assez significative, on en reparlera avec Nelly Hérault tout à l'heure, mais des questions autour de la réhabilitation et de la poursuite de la réhabilitation dans le cadre de ce réseau. Et je pense qu'il y a vraiment cette idée que, pour démontrer quelque chose, c'est difficile de faire autrement que ce genre d'essai clinique, parce que dans les années qui viennent, on va avoir apparaître ce qu'on fait dans le laboratoire de façon assez routinière désormais, des méta-analyses, donc des études d'études, donc des synthèses d'essais randomisés contrôlés qui se présentent de la façon suivante. C'est extrêmement flou pour ceux qui ne connaissent pas la chose, je vais essayer de le synthétiser en 30 secondes, c'est impossible. Vous imaginez que chaque fois c'est une étude, ici, donc c'est une étude, d'accord, et à chaque étude il y a un nombre. Ici, c'était l'évaluation de la pratique d'activité physique pour réduire la fatigue au décours des traitements de chimiothérapie du cancer du sein. D'accord, voici le contexte. Et on essaie de voir si l'activité physique, dans le cadre des traitements du cancer du sein, est utile ou pas utile pour réduire la fatigue. C'est ça l'objectif. Eh bien, lorsqu'on compile ce qui s'appelle les méta-analyses, les résultats de ces essais cliniques, étude après étude, c'est comme si vous aviez grosso modo des patients du monde entier qui étaient accumulés, et vous voyez si vous êtes en faveur du programme de l'activité physique pour réduire la fatigue, ici, cet impact, ou au contraire, si vous êtes, ça ne sert à rien de faire un programme d'activité physique parce que vous ne réduisez pas la fatigue. Et donc, selon des analyses statistiques suffisamment compliquées pour que je ne les explique pas, vous avez un poids moyen qui est identifié, qui dit que là, ici, il faut absolument faire de l'activité physique lorsqu'on est en chimiothérapie, radiothérapie du cancer du sein. Et donc, dans les années qui viennent, les études de ce domaine-là vont exploser. Je vais vous en montrer quelques-unes très rapidement, mais sachez que ça va exploser, qu'il y en a de plus en plus de ces études de recherche interventionnelle non médicamenteuses. Le labo a travaillé avec le labo Epsilon a travaillé avec un certain nombre de personnes, et d'autres collègues ont travaillé ici sur les programmes d'activité physique avec le groupe Foncalvis, sur l'éducation thérapeutique en complément de l'activité physique. Et vous voyez qu'on a travaillé également avec le CHU Montpellier sur le syndrome d'apnée du sommeil, programme d'activité physique, syndrome d'apnée du sommeil. On a travaillé également sur activité physique et sevrage tabagique chez les patients dépressifs. Enfin, bref, des essais cliniques, on commence à en faire et on va en faire de plus en plus. Et on parle que de ce que nous, on fait dans le laboratoire Epsilon. Mais il y en existe plein au CHU, plein à l'ICM et plein dans différents groupes. Et c'est en train de se développer de façon significative parce que c'est la façon, en compilant, de dire finalement il faut faire, il ne faut pas le faire, et de quelle façon il faut le faire. Donc dans la psycho, l'éducation thérapeutique, sur le mindfulness également, dit autrement et en français la méditation, peut-être que vous avez entendu parler, mais c'est en train de se développer de façon significative. Comment faire des activités de méditation pour des patients malades chroniques pour améliorer un certain nombre d'indicateurs, et également donc, du sevrage tabagique. De la même façon sur l'alimentation, je passe sur les listings, on a quelques méta-analyses en cours, et voilà, grosso modo, le schéma sur lequel probablement qu'un jour ou l'autre on ira. Je ne sais pas si c'est le bon ou pas, c'est juste une réflexion. Encore une fois, je me suis, dans la casquette d'universitaire, de réfléchir à ce qui va arriver dans les 10, 15, 20 ans dans les INM. Probablement que la recherche fondamentale va continuer évidemment son travail de comprendre les mécanismes. Comment fonctionnent les mécanismes? Ok. L'ingénierie va forcément continuer à développer des projets de prototypes, de construction de ces produits, de ces normes, réglementations et autres, de fabrication. Mais cette recherche clinique qui est ici, elle va devoir nécessairement en passer par des phases d'études cliniques de différents niveaux, et je vais essayer de vous les détailler de façon un petit peu schématique. Et c'est évidemment schématique puisqu'on devrait les détailler de façon un peu plus précise. Après, un suivi clinique individuel, des études qualitatives ou même empiriques, on observe quelque chose qui pourrait potentiellement marcher.
Eh bien, il y a ce genre d'études qu'on appelle des études de cas, des études de cohorte, où on va suivre des groupes de patients, et effectivement, on suit un groupe de patients, et à la fin, on va mesurer est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas. On va mesurer est-ce qu'ils ont une sécurité, est-ce qu'il y a eu des effets secondaires, est-ce qu'il y a eu des problèmes. Et on va également mesurer leur qualité de vie, selon des questionnaires en particulier. Soit. La question c'est, si on suit des individus qui utilisent un seul outil, une seule INM, est-ce qu'on a une preuve irréfutable de l'efficacité? Évidemment, on peut discuter. C'est peut-être un placebo. C'est peut-être qu'une évolution naturelle de la maladie. Puis finalement, on n'a pas résolu grand-chose. Peut-être que finalement, c'est juste un retour à la moyenne. Dit autrement, on a choisi un groupe d'individus particuliers dans la population et ce groupe ne fait que revenir vers la moyenne. Et il y a des facteurs confondants. Peut-être qu'on a pris des gens, on n'a pris que des Parisiens, qui ne sont pas représentatifs de la population française. Il n'y a pas de Parisiens à ça. Et donc, la généralisation de cette portée est relativement faible. D'accord? Donc, le deuxième genre d'études, et évidemment, vous voyez bien qu'il y a aussi une sorte d'inspiration de ce qui se passe en recherche dans le médicament. La deuxième point, c'est une étude de faisabilité, une étude de concept. Et là, effectivement, on va commencer à rentrer un peu dans le dur d'une certaine démonstration. On compare deux groupes. Un groupe va faire de l'innovation en INM qui est vraiment attesté, plus un suivi et un groupe contrôle qui ne va pas prendre, ne va pas utiliser, qui ne va pas suivre cette INM. Et on compare à la fin, y a-t-il des critères d'efficacité? Effectivement, est-ce que tel paramètre dermatologique a été réduit? Est-ce que tel paramètre clinique a été réduit? Est-ce qu'il y a eu une consommation meilleure, etc., etc. Une survie, on pourrait en parler, et donc de la sécurité, de la qualité de vie. Mais le gros problème de ce que les autorités, vous rappelez mon préambule sur le rapport de l'HAS en 2011, les questions, c'est tant qu'on s'arrêtera là, que croyez-vous qu'il arrivera pour l'INM aujourd'hui, c'est que souvent, ils restent un petit peu sceptiques et ils disent, s'il vous plaît, exigez, et donc en tant qu'universitaire, on les lit tous les jours, ces papiers, pourquoi ne faites-vous pas des essais randomisés contrôlés qui vont définitivement démontrer la preuve de l'efficacité? Pas indiquer que ça a l'air de fonctionner, que les gens sont contents. Et voilà. Et donc c'est un débat, hein. C'est un débat, encore une fois, je n'ai pas la réponse. Je brosse le débat. Et on va de plus en plus vers ce genre d'études où on va tirer au sort un nombre de sujets. Il faut savoir calculer combien de sujets on va affecter dans un groupe et comment on va affecter de sujets dans un autre pour les suivre sur un temps donné où va avoir lieu l'intervention et puis éventuellement les suivre après. Et combien de sujets on met dans les groupes? Combien de temps on les suit? Toutes ces questions-là méthodologiques, aujourd'hui, elles ne sont pas établies. Et il y a des débats dans la littérature scientifique énormes sur ces questions-là. Et nous, dans notre labo, on est là que pour réfléchir à ces questions-là en disant comment on va avancer dans les années qui viennent. Est-ce que finalement la phase 1 est suffisante? Est-ce que finalement la phase 2 est suffisante? Est-ce que la phase 3 est nécessaire à tous les coups? Pourquoi? Dans quelles conditions? Parce que, évidemment, il n'y a pas de règles. Mais je voudrais juste vous montrer ça. Je me suis amusé à faire ça juste pour rigoler. Juste pour rigoler. C'est le nombre d'études actuellement disponibles sur la banque de données Medline, des publications, on va dire d'essais cliniques, où a priori presque toutes les revues passent dans ce filtre-là. Ce n'est pas tout à fait le cas pour les psychosociales, mais quasiment. Okay. Et donc on mesure le nombre de fois, alors ce ne sont pas des études au sens de il pourrait y avoir plusieurs publications d'une seule étude. Donc je suis en train de dire que c'est le nombre d'études disponibles. Et simplement regardez juste les tendances. Les tendances des études dans les règles hygiéno-diététiques, le mot-clé, si vous vous souvenez, donc les régimes. Regardez un peu le nombre de publications qu'il y a. Alors oui, effectivement, encore une fois, pour ceux qui connaissent bien la science, vous pourriez me dire, oui, mais il y a peut-être de plus en plus de revues qui sont créées. Donc puisqu'il y a plus de revues créées, il y a forcément plus de publications. Soit, je ne suis pas en train de discuter du chiffre, je suis juste en train de dire qu'il y a une tendance solide à dire qu'il y a de plus en plus de recherches sur les régimes dans le monde. De la même façon, les compléments alimentaires. Juste compléments alimentaires, en allégation, on choisit ici juste le mot qui convient. Regardez le nombre de publications dans des revues médicales. De la même façon ici sur activité physique. De la même façon sur gestes thérapeutiques, kinésithérapie, le mot en anglais. Hein, donc on est à plus de 3500 par an là, actuellement. Éducation thérapeutique ou disease management,
d'accord, la façon de gérer sa propre maladie chronique. On est ici, voilà. Et je pourrais multiplier, si vous le voulez, sur CNews Game, je pourrais multiplier là la tendance actuellement de nombre d'essais et d'essais cliniques dans le domaine, et de façon extrêmement importante. Je ne me suis pas amusé à faire après /France pour voir combien il y en a en France. Mais je pense qu'on est, pourtant, en France, on a été les premiers à développer des initiatives pour améliorer la qualité de vie des malades, pour les soins de support, pour aider. Et pourtant, la recherche, alors là je plaide vraiment pour mon domaine, je sors de notre secteur collectif en disant, mais pourtant, ces essais cliniques, on n'en fait pas beaucoup. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est cher? Est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas faire? Voilà, il y a plein de questions qui se posent, et il est évident qu'il faut qu'on les règle, qu'on en discute, et on en discute pour dire, une INM c'est quoi? Donc c'est juste ma de synthèse. Est-ce qu'une INM ça guérit une maladie? Quel niveau de preuve? Est-ce qu'une INM ça augmente la durée de vie? Quel niveau de preuve? Et est-ce que ça diminue les symptômes? Est-ce que ça prévient l'apparition de nouvelles maladies? Est-ce que ça améliore la qualité de vie ou même la participation sociale? Ça a été dit sur l'innovation sociale et sur la participation sociale. Y a-t-il des preuves? Quelles preuves? De quelle façon on peut dire que ça va potentialiser les effets des traitements conventionnels, notamment des médicaments? Et enfin, est-ce que ça réduit ou pas les dépenses programmées ou non programmées de santé? Donc on va maintenant donner la parole à des personnes, à des entreprises, à des structures qui ont développé des initiatives. Donc dans l'ordre, je vais appeler Nelly Hérault,